Bienvenue sur le canal Trends Tendance. Du lundi au samedi, retrouvez nos podcasts quotidiens de décryptage à partir de 16h. Les informations boursières du Trends des marchés et le podcast Trends Bourse sont désormais disponibles sur le canal Trends Bourse. Abonnez-vous aux 2 canaux pour ne manquer aucun épisode. Bonjour à tous, bienvenue dans ce Trends Talk. Nous allons parler aujourd'hui d'un secteur important, la construction, aussi d'un fleuron de la Wallonie, Thomas Épiron. Pour ça, on reçoit son fondateur et son président exécutif, Louis-Marie Piron et François Piron. Bonjour. Bonjour. On est très heureux de vous recevoir. Alors, avant toute chose, je pense que je dois vous dire bon anniversaire, à tous les deux d'ailleurs. Ouais, merci. C'est les 50 ans de l'entreprise aujourd'hui. Alors, j'imagine que vous devez vous dire que de chemin parcouru depuis que vous avez lancé ça, n'est-ce pas ? Oui, effectivement. Donc les choses ont bien changé depuis 50 ans. La région a fortement changé. Grâce à vous ? Grâce à moi ou à cause de moi. En tout cas, elle l'a changé avec l'évolution de l'entreprise, ça c'est clair. La manière de travailler a aussi fortement changé. Les réglementations ont fortement changé, donc il y a vraiment beaucoup de choses qui ont changé au travers des 50 ans, donc ce serait vraiment long à expliquer. Mais est-ce que vous auriez imaginé, parce qu'au départ, j'imagine que vous avez lancé avec tout votre cœur et votre ambition, mais une entreprise pour construire des maisons et un peu, quelque part, modifier le paysage là-bas, mais vous êtes devenu bien plus que ça. Vous êtes devenu une success story wallonne et internationale. Est-ce que vous l'imaginiez, ça ? Est-ce que l'ambition était là dès le départ ? Ah non, pas du tout. Dès le départ, il n'y avait aucune ambition, il n'y avait aucune vision, il n'y avait aucun plan, il n'y avait rien du tout, simplement une envie de travailler, d'être indépendant. Donc j'avais déjà compris que j'aurais eu du mal de me soumettre à l'autorité de quelqu'un. Donc, c'est un bon point de départ. Donc pour ça, il fallait se lancer tout seul. Et c'est un peu comme ça que j'ai démarré. En réalité, j'ai découvert le métier au travers d'une construction, d'une rénovation qui était entreprise par moi, où je m'étais adressé à un maçon local qui est venu m'aider, et en faisant cette rénovation, je me suis dit, tiens, c'est quelque chose qui me plairait, je pourrais faire ça. Je n'avais pas de formation, donc aucune idée de ce qu'était le métier. Mais voilà, c'est vraiment comme ça que l'idée a démarré, donc aucune vision. Donc vous êtes fait tirer petit à petit, tout s'est enchaîné en fait. Oui, petit à petit. Il a déjà fallu le convaincre, mon associé à l'époque, de pouvoir faire une petite société. Donc ça n'a déjà pas été évident pour moi, puisque je n'étais pas du métier, donc il ne voyait pas vraiment ce qu'il aurait pu faire avec moi. Mais pour finir, il a accepté. Donc on a créé cette petite SPRL le 10 février 1976, donc les 50 ans sont passés. Et alors, dès qu'on a démarré, on faisait feu de tout bois, parce qu'à l'époque, c'était déjà une crise importante. C'était la crise du pétrole, 76-77. Les dimanches sans voiture. Les dimanches sans voiture. Donc on faisait feu de tout bois, tous les petits travaux, on les faisait, et petit à petit, comme on dit, l'oiseau fait son nid. Donc les choses au travers des mois, des années se sont développées, les équipes se sont structurées, et voilà ce qui est devenu l'histoire. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui Thomas Épiron ? Est-ce que vous allez me dire, ça, je ne peux pas le résumer en une minute, mais c'est devenu énorme ? Oui, tout à fait. Tout d'abord, c'est encore une entreprise 100% familiale. Ça, c'est toujours important de le signaler. On réalise quand même 920 millions de chiffres d'affaires. On a 3300 collaborateurs. On est extrêmement diversifié, puisqu'à présent, on couvre pratiquement tous les métiers en termes de construction et de promotion. Ça va de la rénovation unifamiliale avec Eclosio, à la rénovation de grands ensembles, la réhabilitation de grands ensembles avec TP Rénovation Bâtiment. On est présent en rénovation du patrimoine grâce à Galère et à TP Rénovation Bâtiment qui ont tous les deux les agréments des 24. On est présent évidemment dans le secteur de la maison, c'est le secteur historique. On est présent dans les grands projets multirésidentiels, la promotion immobilière avec TP Bâtiment, sans oublier l'entreprise Sotraba qui fait aussi des maisons. Et puis on est présent sur 5 pays, ça va donc de la Belgique au Grand-Duché, en France, au Portugal et en Suisse. Donc
effectivement, vous embrassez depuis un peu les débuts, tout le métier. voilà, on est bien diversifié, c'est une force. Et est-ce que ça veut dire cette taille, alors vous dites 920 millions, près du milliard, alors on avait fait un dossier dans le Trends il y a quelques temps sur les entreprises wallonnes de plus d'1 milliard, c'est quand même une fierté. Ça représente quelque chose ou bien pas spécialement, enfin? Bon, disons que c'est pas une fin en soi, en tout cas ça n'a jamais été un objectif bien précis à notre niveau. Ce qui compte pour nous, c'est de continuer à pouvoir garantir la qualité qu'on a toujours défendue. Comme je dis toujours, nous, on a notre nom sur notre enseigne par rapport à certains promoteurs. Et un nom connu. Enfin, voilà, si vous dites qu'il peut toujours être plus connu, mais enfin, c'est quand même une référence. Oui, voilà, pour nous, c'est important, effectivement, que la qualité de nos réalisations continue à être vraiment notre marque de fabrique. Mais voilà. 3300 personnes, ça veut dire que c'est un défi permanent. On parle parfois des pénuries, des difficultés de recruter. Est-ce que pour vous, d'abord, est-ce que vous recrutez régulièrement et est-ce que c'est un enjeu important? C'est un combat permanent. Franchement, le recrutement chez nous, c'était évidemment un enjeu avant crise. C'était même un frein à notre croissance. Pendant 2 ans, on va dire que c'était un petit peu mis sous cloche avec les crises qu'on a connues de manière successive. Mais maintenant, c'est à nouveau effectivement un enjeu. Mais ce qu'on peut dire, c'est que chez nous, on est quand même extrêmement dynamique au niveau du recrutement. On a un service ressources humaines qui est très créatif. On a beaucoup de partenariats avec l'IFA-PME, avec le Forum. Donc il y a des formations qui sont en lien avec ce que vous proposez, quoi. Oui, la formation à l'extérieur, mais aussi la formation en interne. L'avantage chez nous, c'est qu'avec la diversité de nos activités, un jeune, quand il arrive, il peut très bien s'imaginer faire de la rénovation un jour, du multirésidentiel un autre jour, et puis finir sa carrière à l'international. Donc, c'est quand même un panel intéressant à offrir chez nous. Ce que je dis toujours, c'est que le diplôme, c'est une chose, mais ce qui compte surtout, c'est le courage et la volonté d'avancer. Et à partir du moment où ce courage est là, il n'y a plus de limite à l'évolution au sein du groupe. On a besoin de ça en Wallonie, certainement. Est-ce qu'il y a 50 ans, j'imagine qu'il y a des choses qui vous ont marqué. Est-ce qu'on retient des réalisations particulières est-ce qu'il y a des emblèmes de Thomas Épiron que vous mettez en avant ou bien, comment ça va? Oui, bien entendu. Ce serait trop long d'énumérer tout ce qu'on a fait, mais bon, il y a quand même des chantiers tout à fait particuliers. On a développé, notamment au Grand-Duché de Luxembourg, un développement de plus ou moins 110 000 m², où il y avait plus ou moins 1000 appartements, avec tout un développement mixte de commerce, dentistes, médecins, enfin restaurants. Ça, c'est un projet vraiment particulier qu'on a mis 15 à 16 ans à développer. Donc ça, c'est un beau projet. Ça, c'est pour le Grand-Duché. En Belgique, on peut citer, on a développé un grand développement à Louvain-la-Neuve. On a fait plus ou moins 500 logements. Donc l'entreprise TP Bâtiment a fait ça. Et alors Galère a fait la Tour des Finances à Liège. C'est aussi un projet, mais je pourrais en citer ça montre des dizaines. Aussi la diversité. Voilà, tout à fait. Ce que vous mettez là en avant montre en fait la diversité. C'est vrai qu'on peut se dire, Thomas Épiron, c'est des maisons familiales, et j'imagine que c'est votre fierté aussi, mais c'est bien plus que ça en fait. Tout à fait, tout à fait. Oui, parce que la maison unifamiliale, c'est vrai qu'on est connu par le fait qu'on construit des maisons. Pendant 20 ans, l'entreprise était vraiment axée là-dessus. Et puis petit à petit, on s'est développé, mais les gens n'ont pas vraiment remarqué qu'on se développait. Ils ont surtout retenu notre image du départ et l'image de constructeurs de petites maisons, ce qui n'est pas du tout le cas. On a fait des maisons... Je me souviens d'une, je ne vais pas citer pour qui, ni l'endroit, mais la maison à l'époque, elle a coûté 25 millions d'euros. Donc, ce n'est pas une petite maison, 25 millions d'euros, c'est quand même un gros budget. C'est quelqu'un de connu, si je comprends bien. Oui, mais donc je ne citerai pas le nom. Est-ce que vous l'avez esquissé, ces dernières années ont quand même été compliquées pour tout le monde, mais peut-être que pour la construction, ça a été particulièrement difficile. Alors, on peut revenir sur la crise énergétique, l'inflation, les chaînes de valeur de matières premières, le contexte géopolitique, etc. Il y a eu 2 années difficiles. Est-ce que vous, en tant que Thomas Épiron, qui avait quand même une superficie assez large, vous avez pu passer à travers
sans difficulté, entre guillemets? Sans difficulté, ce serait présomptueux de le dire, hein, comme tous les acteurs du secteur, 2023 et 2024 ont été des années particulièrement compliquées. Il a fallu beaucoup se remettre en question, beaucoup d'agilité. Je pense que chez nous, notre force, certainement, c'est la compétence de nos équipes. Le fait que d'être 100% familial nous permet d'avoir une vision long terme. On ne doit pas rendre des comptes, donc ça nous a permis d'axer nos priorités là où on les souhaitait. Le fait d'avoir quand même une solidité financière importante, d'avoir donc une bonne gouvernance et puis de s'être fortement diversifié, notamment par rapport au rachat de Galère, il en a parlé tout à l'heure, ça a été évidemment des éléments prépondérants pour être plus résilient que Qu'est-ce qui était le plus difficile, en fait? C'était les coûts simplement, ou bien c'est la demande qui chutait? En fait, c'est un ensemble d'éléments. C'est vrai qu'à partir du moment où la crise en Ukraine, où la guerre en Ukraine s'est déclarée, il y a eu une inflation incroyable du prix des matériaux, les salaires ont suivi, on devait répercuter tous ces coûts. L'indexation automatique, Très rapidement, on s'est retrouvé avec des augmentations des prix des constructions qui avoisinaient les 20%. Et donc, les salaires n'ont pas tout de suite suivi. Donc, il y avait un décrochement entre le prix des logements et la capacité financière des ménages. Et donc, forcément, les ventes se sont écrasées. Et qu'on a une grosse structure comme nous, avec de la main-d'œuvre intégrée, parce que c'est notre force, évidemment, mais dans un cas pareil, c'est quand même, entre guillemets, un tendon d'Achille. On a dû être fort créatif, on a joué vraiment sur la transversalité au niveau de nos équipes, parce que, comme on l'a dit, on a pas mal d'entreprises dans le groupe, donc à un moment donné, on a mis plutôt la partie sous-traitance qui est propre aux grands bâtiments de côté. Et on a fait en sorte d'occuper toutes nos équipes, tous nos employés. On a toujours vraiment privilégié l'humain au détriment parfois de la rentabilité, mais on voulait être prêt pour pouvoir reprendre le chemin de la croissance. Et aujourd'hui, on peut être fier de ne pas avoir eu recours à aucun plan social. On a maintenu l'emploi et aujourd'hui, on est prêt pour une reprise. Est-ce que ça veut dire que vous voyez le bout? Enfin, vous pouvez dire maintenant, OK, on respire, quoi. Avoir le bout, on ne peut pas dire que c'est rose, mais en tout cas, par rapport aux 2 dernières années qu'on vient de vivre, on est quand même dans un contexte qui commence à être un peu plus favorable, où on vient de 2 années où on a géré la crise, où on peut à nouveau envisager la suite, continuer à bien structurer le groupe, parce qu'en sortant d'une crise pareille, il faut pouvoir quand même stabiliser nos différentes entreprises, mais en tout cas, on sort de la phase critique qui a été connue dans le secteur les 2 dernières années. Est-ce que, parce que malgré tout ce qui est, alors rénovation du bâti, construction, c'est un enjeu majeur pour les prochaines années. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des perspectives qui sont quand même très intéressantes et qui donnent de l'espoir pour un secteur comme le vôtre? Je crois qu'il y a des perspectives, il y en a. En termes de rénovation, il y a une volonté politique. Maintenant, il faut de nouveau que la capacité financière suive derrière. Donc, nous, on va dire qu'on a essayé d'adapter notre produit pour toucher le maximum de personnes. Il n'y a pas une solution miracle. Quand mon père a décidé de lancer la rénovation, c'est parce qu'il était attentif à la sensibilité du marché. Il s'est rendu compte qu'il y avait un potentiel. Boum, on a lancé la rénovation. Enfin, c'est comme ça qu'au fur et à mesure, on a placé nos pions pour capter un maximum de personnes et répondre vraiment aux attentes de notre clientèle. Ça veut dire que l'innovation est importante dans votre secteur, enfin qu'il y a une réflexion en permanente sur ce qu'on peut, sur la diversification, vous l'avez dit, mais aussi sur ce qu'on peut apporter de nouveau? Ah oui, bien entendu. L'innovation, on est tout le temps à la recherche de nouveaux produits, de nouvelles méthodes. Mais pour revenir à ce qui vient d'être dit, au niveau de la rénovation du bâti existant, c'est énorme ce qu'il y a à faire, mais vraiment énorme. Le gros problème, c'est que beaucoup de gens qui sont dans des bâtis non adaptés, des passoires, ces gens-là n'ont pas nécessairement les moyens de pouvoir le rénover. Donc il faudra politiquement trouver des solutions pour qu'on puisse rénover le logement et qu'on puisse trouver des solutions, je ne dis pas du jour au lendemain, mais sur une période relativement longue, on va devoir réhabiliter. C'est pas possible de rester dans des logements complètement insalubres. Et les objectifs environnementaux l'imposent aussi. L'imposent de toute façon. Les énergies vont changer, puisque maintenant,
Pour le logement, on utilise dans les nouveaux bâtiments, on n'utilise plus le mazout, on n'utilise plus le gaz, ce sont les pompes à chaleur. Mais bon, pour ça, il faut que les bâtiments soient bien isolés, soient performants, ce qui n'est pas le cas dans le vieux bâti. Hein. Donc ce sera vraiment un problème de demain, donc, dont le politique doit être conscient. Parce que nous, on ne sait pas tout faire, on sait apporter pas mal de solutions, mais on doit être aidé pour ça. Parce que nous, effectivement, on va dire... On travaille sur nos frais généraux, on essaye d'offrir un produit qui soit le plus compétitif possible, mais ce n'est pas suffisant. On a vraiment besoin d'aide de la part de nos politiques, clairement. Alors, vous l'avez dit et vous insistez là-dessus, vous êtes une entreprise familiale. D'abord, j'imagine que c'est une fierté d'avoir cette petite pousse sans ambition et sans vision, comme vous l'avez dit au départ, qui a grandi et qui est devenue une fierté familiale. Mais au-delà de ça, ça veut dire que c'est un travail permanent pour rester, pour ancrer cette entreprise au sein de la famille et de garder la tradition. Ouais, on va dire, pour moi, je dis toujours, il y a deux modèles dans un groupe comme le nôtre. Soit celui où finalement... chaque entreprise est une entité qui fonctionne sur elle-même, au risque de créer de la concurrence entre les entreprises dans le groupe, ou alors le modèle que nous, on a toujours privilégié, c'est celui d'avoir des entreprises qui sont complémentaires. Évidemment, l'enjeu dans un groupe comme le nôtre, c'est qu'il y a toujours des intersections entre l'une et l'autre de nos entreprises, des métiers qui sont partagés d'un côté et de l'autre. Donc, nous, en tout cas, moi, ce que je favorise vraiment, c'est le partage. Le fait, j'ai fait entrer certains grands administrateurs délégués de nos plus grandes entreprises dans nos comités de direction, pour que les décisions soient prises en connaissance de cause, en ayant vraiment les remontées de terrain, qu'elles soient portées par eux, qu'elles soient déclinées chez les collaborateurs. Et le fait d'avoir un message unique porté par l'ensemble des administrateurs délégués de nos directions, le fait d'avoir aussi la proximité avec les collaborateurs, et puis d'ajouter à ça quelques moments de partage un peu plus festifs, je pense que, en tout cas, les gens qui viennent chez nous, on s'en rend moins compte parce que forcément, on y vit depuis toujours. Mais la chaleur, en tout cas, était encore soulignée cette semaine-ci par un partenaire qui venait chez nous, qui nous disait chez vous, on arrive, tout le monde vous dit bonjour. Chez nous, c'est normal. Ça me semble être une évidence, mais visiblement, c'est pas le cas partout. Est-ce que c'est une fierté pour vous? Enfin, vous dites 50 ans, c'est quand même pas rien. Vous regardez ça quoi, avec un petit œil ému ou bien avec une... Non, mais bon, 50 ans, c'est vrai que c'est un parcours. Hein, c'est même un long parcours. Par contre, ce qui est formidable, c'est que j'ai une succession. Donc, comme il l'a dit, c'est une entreprise familiale où il n'y a pas de successeur. Je ne sais pas très bien ce que j'aurais pu faire. À mon avis, j'aurais dû vendre ou j'aurais dû me séparer parce qu'on n'est pas éternel. Donc, un jour, il faut siffler la fin de la récréation. Donc ici, il est dans le groupe depuis plus de 20 ans, 22, 23, 24 ans. Ça se prépare, j'imagine, quand même, tout ça. Enfin... Donc voilà, sur 24 ans, on se prépare, quoi. Hein, les choses se mettent en place petit à petit. Moi, personnellement, j'y ai pensé une bonne dizaine d'années. On y a bien réfléchi. On a structuré le groupe pour que ça puisse être lui qui succède et que ça reste une entreprise entièrement familiale. J'aime bien d'insister là-dessus, en tout cas, et sur le fait qu'il ne m'a pas catapulté à la direction du groupe. Moi, j'ai vraiment fait mes armes depuis le départ. Quand j'étais gamin, j'allais travailler sur les chantiers. Jusqu'à 20-21 ans, je passais mes vacances avec les maçons. Le chef d'équipe qui m'a appris à maçonner, il est toujours chez nous aujourd'hui. Puis j'ai été conducteur de chantier en maison unifamiliale, manager de zone. J'ai été directeur de production, toujours chez TPO. J'ai été 10 ans administrateur délégué de cette entreprise-là. Et puis depuis 2023, j'ai décidé vraiment d'avancer et puis de prendre la tête du groupe en me disant, tant que j'ai encore mon père à mes côtés qui peut me donner tous ses bons conseils et qu'il est encore en forme, il faut y aller plutôt que d'un jour, malheureusement c'est des choses qui arrivent, être mis devant le fait accompli, de devoir reprendre le groupe sans être reconnu de manière générale. C'est important quelque part de maîtriser tous les métiers, d'en connaître effectivement toutes les dimensions, parce que c'est ça sans doute qui fait qu'on peut gérer l'entreprise au mieux, en fait. Voilà.
c'est pas le tout d'être connu chez TP Home. Maintenant, le groupe, il est fort diversifié, c'est une force, mais ça m'oblige aussi à finalement à apprendre le reste des métiers, à me faire connaître et reconnaître un peu partout, aller au contact de tous ces collaborateurs qui ne me connaissent pas. Et donc, c'est un long chemin, mais que je suis fier d'avoir parcouru avec mon père. Vous avez nommé un nouveau CEO, Olivier Béguin. Est-ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on structure en permanence, on professionnalise et on structure en permanence l'entreprise? Tout à fait, c'est aussi quelque chose à laquelle je réfléchissais. En arrivant à la holding, j'ai voulu vraiment structurer cette holding pour correspondre à ma vision des choses. Donc avoir une holding qui, jusqu'alors, est un peu plus de consolidation, faire en sorte que cette holding elle soit proche du terrain pour justement pouvoir relever les défis et ne pas avoir un gouffre entre la holding et les différentes entités. Puis je me suis dit, il faut que je sois, que j'ai un binôme avec moi qui puisse me compléter. Je connais mes forces, je connais mes faiblesses. J'ai rencontré Olivier voilà quelques années. Je me suis dit, ce gars, il faut qu'il vienne chez nous. Il a vraiment le même ADN, une bonne vision. C'est un type extrêmement analytique et avec une grande connaissance du métier et du développement. On a pris le temps de se connaître parce que l'un comme l'autre, on ne pouvait pas faire d'erreur. Et puis, il est venu nous rejoindre depuis le début d'année. Et en quelques semaines, il apporte une nouvelle dynamique incroyable. On va structurer encore un peu plus les choses. Comme je l'ai dit, sortie de crise, il faut qu'on se structure encore un peu plus afin dans 1 an, 2 ans, 3 ans, je ne sais pas, le marché nous le dira, entamer une nouvelle phase de croissance. Alors, vous êtes dans un écosystème qui n'est pas anecdotique, en fait. Alors, il y a la province de Luxembourg. Bon, je sais que vous êtes devenus internationaux, vous l'avez dit, mais il y a le Grand-Duché qui est à côté. Est-ce que cet endroit-là, c'est un endroit propice pour créer une belle entreprise comme la vôtre? Oui, le Grand-Duché de Luxembourg, c'est quand même l'endroit... province de Luxembourg. La province et le Grand-Duché, les deux. Je parlerai du Grand-Duché après. Ouais. La province de Luxembourg, c'est quand même l'endroit où l'entreprise est née. Donc, c'est là que les premiers développements se sont faits. C'est vraiment pendant plusieurs années, on s'est vraiment... Votre enracinement, dans le bon sens du terme. L'enracinement, oui. Mais très vite, comme on est très près de la frontière... je crois que c'était en 1985, on a passé la frontière et on a commencé les activités sur le Grand-Duché de Luxembourg. Donc ça se complétait très bien en réalité. C'est un marché vraiment contigu par rapport à la province. Et les choses au Grand-Duché, à l'époque, je me rappelle, en 1985, le marché était très plat. Il n'y avait pas grand-chose à faire, mais très vite, sur 5, 6, 7, 8 ans, les choses ont commencé à démarrer. Et puis alors, ça a flambé pendant 15 ans. Oui, parce qu'il y a ce lien, on le voit d'ailleurs presque à l'œil nu, j'allais dire, de continuité territoriale entre la province et le Grand-Duché, avec évidemment un bassin d'emploi qui est quand même intéressant là-bas. C'est tout ça, en fait. Oui, tout à fait. Vous en avez profité dans le sens du terme. Bien entendu. Donc, en sachant très bien que le Grand-Duché, c'est différent de la province de Luxembourg, ça c'est clair. D'ailleurs, il y a quand même pas mal de main-d'œuvre, parce que vous parlez de main-d'œuvre, mais au Grand-Duché, il n'y a pas beaucoup de main-d'œuvre. Les Luxembourgeois, il faut savoir qu'à Luxembourg, je crois qu'il y a plus ou moins 750 000 personnes. La moitié sont des étrangers. Donc, et la moitié des Luxembourgeois, la plupart travaillent dans les administrations ou dans les banques. Donc, la main-d'œuvre qui travaille vraiment sur les chantiers, la main-d'œuvre manuelle, elle vient de Belgique, elle vient d'Italie, elle vient du Portugal, donc on ne la trouve pas vraiment là-bas. Mais bon, les gens sont venus parce qu'il y avait beaucoup de travail, que c'est quand même un pays fort agréable et où les choses se passent très bien. Donc non, c'est vraiment le complément avec la province de Luxembourg. Alors vous avez aussi créé un petit écosystème à vous, notamment gastronomique. Je dis ça parce qu'il y a une table... qui est dirigé par Maxime Collard, qui a maintenant 2 étoiles au Michelin, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Vous avez aussi un autre restaurant, une étoile qui se trouve au cœur de là où vous êtes né. C'est un choix, une passion, aussi un business. C'est un peu comme l'entreprise, c'est venu par hasard. Donc, à un certain moment, maintenant je vais parler du gastronome à Palliseul, il fonctionnait, il y avait un très bon chef, il est également étoilé, et moi je le connaissais très bien.
Et un jour, il me dit, moi j'ai des problèmes de santé, je vais peut-être remettre mon restaurant, est-ce que ça ne t'intéresse pas? Bon, moi j'étais un peu surpris de la question. À l'époque, ça ne m'intéressait pas vraiment. Et puis bon, ces problèmes de santé se sont accélérés. Et il a très vite arrêté son activité et le restaurant était en remettre. Donc à ce moment-là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais, quoi, Une responsabilité aussi, quelque part ou Tout à fait. Donc, j'ai pas vraiment acheté tout de suite, mais bon, l'idée m'est venue. Dans le village, il y avait justement une maison qui était à vendre. Et je me suis dit, je ferais peut-être bien un restaurant en me disant, bon, j'essaierai de trouver quelqu'un. Autrement, chez nous, dans le coin, il y avait plus grand-chose, à part... oui, il y avait des restaurants, mais pas de restaurant étoilé, en tout cas. Donc, j'ai acheté cette vieille maison. Et durant les travaux, Maxime est venu se présenter. Il travaillait déjà donc dans un étoilé. Il travaillait dans un 3 étoiles à l'époque du côté de la côte. Et il est venu voir. Il me dit, oui, mais m'installer à Our, c'est quand même compliqué. Il n'y a personne. Est-ce que vous croyez que ça va marcher? Je dis, écoute, c'est pas compliqué. Si tu cuisines avec la même qualité que dans ton 3 étoiles, mais pas avec les prix du 3 étoiles, tu vas voir, ça va marcher. Ça, j'en suis certain. Et effectivement, bon, on a terminé les travaux. Là, il nous a aidé un peu avec sa vision pour l'organisation du restaurant. Il a démarré l'activité et très vite, ça a fonctionné. Hein. D'ailleurs, il a mis très peu de temps. Je ne sais pas combien de temps il a mis pour avoir une étoile. Il a eu une étoile. Et puis, bon... quelques années après, il a eu les 2 étoiles et le restaurant... Ça ne dépend pas que de la clientèle, enfin, de vos clients, de vos repas non, pas du tout. Ça, non. C'est sa gestion à lui, d'ailleurs, on n'a rien à voir là-dedans. Nous, on a simplement mis le bâtiment à disposition, on l'a aidé à s'installer, et puis c'est lui-même qui gère et qui est complètement autonome, on n'a rien à voir avec ça. Vous utilisez, j'imagine, pour l'entreprise de temps en temps. Ah oui, de toute façon, oui, ça c'est clair que... Pour le plaisir, mais aussi pour l'entreprise, pour les relations commerciales. Pour le plaisir personnel, c'est tout près. En plus, c'est une cuisine magnifique, donc c'est quelque chose qui est vraiment, dont je suis particulièrement fier. Bon, et puis alors dans l'entrefaite, on a aussi acheté celui de Paliseul, oui. Qui a été complètement rénové. On a amené des jeunes, maintenant ils viennent de reprendre le bâtiment, donc ils sont propriétaires du bâtiment, donc on les a aidés dans leur parcours. Bon, c'était pas une opération financière en soi, c'était surtout le fait de pouvoir aider des jeunes, parce que je dis que quand on a une entreprise, effectivement il faut gagner de l'argent pour pouvoir travailler, continuer à la développer. Et surtout que quand on a vécu une crise comme on vient d'en avoir une, si on n'avait pas mis de l'argent de côté, je crois qu'on aurait eu difficile de passer cette crise. Mais il faut aussi pouvoir consacrer du temps à l'entourage et surtout aux jeunes qui n'ont pas nécessairement les moyens de se lancer. Et c'est comme ça qu'on a fait les 2 restaurants. Il y a une boulangerie dans le village à côté qui est en faillite, qu'on a repris et on a remis des jeunes aussi. Il y a un proxy de l'Est qui était fermé, qu'on a réouvert, une pompe à essence. Enfin, on a fait pas mal de trucs dans la commune. Et je pense que, bon, on n'en a peut-être pas toujours la reconnaissance, mais en tout cas, c'est fait. Et il y a beaucoup de gens que ça arrange et qui sont très fiers de ce qu'on a pu développer. Est-ce que Thomas Épiron, ça représente quelque chose pour la Wallonie? On parle évidemment de la nécessité de soutenir l'entrepreneuriat en Wallonie, d'avoir des fleurons comme vous. Est-ce que vous avez aussi là une forme de responsabilité que vous ressentez Moi, je pense que effectivement, c'est dommage. Mais je pense que les choses se changent pour l'instant. Donc les mentalités commencent à changer. Mais pendant toute une période, on n'a quand même pas vraiment montré l'exemple en Wallonie. Hein. Donc, on était en Belgique, il y a la Flandre et la Wallonie. Du côté flamand, les gens ont souffert pendant toute une période, alors que c'était l'heure de gloire chez nous. Hein. C'était les grandes industries étaient chez nous, chez eux, il n'y avait rien. Et puis un jour, ils sont sortis de l'ornière. Et ils sont toujours dans cette lignée-là. Et nous, quand l'industrie a commencé à s'essouffler, les gens ne se sont pas vraiment remis en question. Les choses ont vraiment... la province, en tout cas la Wallonie, a beaucoup souffert. Mais maintenant, les choses, je pense, commencent à changer. Les jeunes commencent à prendre conscience. Il y a de plus en plus de jeunes, de noyaux qui se prennent en main, qui développent des petites entreprises. Et je crois qu'on va dans le bon sens. Maintenant, il faut... Quelque part, vous montrez un chemin. Enfin, vos 50 ans, c'est aussi l'occasion de montrer, vous l'avez dit, qu'au départ,
on lance un projet parce qu'on y croit, parce qu'on a envie, sans nécessairement se dire qu'on va grandir, et puis voilà. Ce qui compte au départ, c'est beaucoup de volonté, beaucoup de travail, parce que ça n'est pas tombé comme ça dans l'assiette. Il a fallu vraiment beaucoup travailler. Celui qui a envie de travailler et qui veut développer quelque chose, il peut y arriver. Ça, il n'y a aucun problème, mais il faut vouloir le faire, et il faut vouloir, peut-être, les premières années, sacrifier un peu dans les loisirs, dans les sorties, et vraiment faire en sorte de lancer son affaire. Et puis une fois qu'on commence à avoir une certaine base, à ce moment-là, on prend plus de liberté. Vous avez fêté ça comme il se doit. Enfin, vous avez commencé peut-être déjà. Est-ce qu'il y a des choses prévues particulières? Oui, il y a différents... il y a une action commerciale déjà. Hein. Donc pour remettre en avant justement... Parce qu'on a 50 ans, il y a une certaine maturité qui s'est installée. Donc, on a fait une campagne de pub vraiment très humaine, hein, pour montrer le parcours de clients qui ont investi sur plusieurs générations. Donc ça, je trouvais fort touchant comme campagne. On a un événement B2B en avril, sur le site, le 23 avril, je pense. C'est ouvert aux gens Là, on va rassembler nos partenaires, nos sous-traitants, une partie de notre personnel. Mais il y a un événement vraiment familial au niveau de l'ensemble de notre personnel à Ans-sur-Lesse. On a privatisé le site au mois de juin. Et là, on accueille, je crois, 6 000 personnes avec les familles. Et donc, on va essayer évidemment de surfer sur l'anniversaire un peu toute l'année. Et puis, il y a également un remerciement qui est prévu au niveau des clients qui nous ont fait confiance, puisqu'il y a un geste de 50 000 € qui sera fait chaque mois pour les clients qui sont engagés chez nous pendant toute l'année. Donc, vendredi, j'annoncerai au premier gagnant qu'il a la chance de bénéficier de 50 000 € de remise sur son logement. Donc ça fait partie aussi de notre manière de remercier notre clientèle. De garder une culture bien ancrée, bien familiale. Bravo à vous en tout cas, Louis-Marie et François Piron, pour cette belle aventure. Merci de nous avoir partagé à la fois la genèse, les difficultés aussi, et les espoirs. Merci à tous. Merci à vous. Merci beaucoup. À vous d'avoir suivi ce Trendstalk qui montre que la Wallonie gagne, souvent même. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. C'est tout pour aujourd'hui. Vous vous intéressez aussi à l'actualité boursière et au conseil des investisseurs. Alors retrouvez-nous également sur le canal Trends Bourse. À très bientôt, ici sur Trends Tendance et sur Trends Bourse.